Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture, pour la suite de la lecture des lettres choisies de Madame de Sévigné. Des lettres qui ont été choisies entre 1648 et 1696. Et en fait, Madame de Sévigné qui s'est retrouvée auteur, écrivain à succès sans le vouloir, puisque c'était des lettres qu'elle écrivait pour distraire sa fille qui était partie vivre en Provence et qui s'ennuyait terriblement. Et donc, Madame de Sévigné, qui vouait un amour passionnel pour sa fille, a décidé de lui écrire tous les jours pour la tenir au courant de ce qui pouvait l'intéresser, de ce qui se passait dans la cour du roi. Et voilà, donc nous sommes en pleine lecture de nous avons fini la lettre 17, nous allons entamer la lettre 18, toujours destinée à Madame de Grignan, sa fille. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, je me mets à zozoter, vous pouvez le faire. Vous utilisez tout simplement le hashtag VBN. VBN, voilà, hein, c'est ça, c'est VBN. Je vais y arriver. Et voilà, et puis vous nous faites part de vos pensées, de vos réactions. Continuons notre lecture, c'est parti. Bon voyage, bonne lecture. Lettre 18 à Madame de Grignan. À Sainte-Marie-du-Faubourg, vendredi 29 janvier 1672, jour de Saint-François de Sales et jour que vous fûtes mariés. Voilà ma première radoterie, c'est que je fais des bouts de l'an de tout. Voilà. Me voici dans un lieu, ma bonne, qui est le lieu du monde où j'ai pleuré le jour de votre départ, le plus abondamment. Ok, je vais y arriver. On recommence notre lecture, voilà, toujours lettre 18, des lettres choisies de Madame de Sévigné. C'est parti. Me voici dans un lieu, ma bonne, qui est le lieu du monde où j'ai pleuré. Le jour de votre départ, le plus abondamment et le plus amèrement. La pensée m'en fait tressaillir. Il y a une bonne heure que je me promène toute seule dans le jardin. Toutes nos sœurs sont à vêpres, embarrassées d'une méchante musique. Et moi, j'ai eu l'esprit de m'en dispenser. Ma bonne, je n'en puis plus. Votre souvenir me tue en 1000 occasions. J'ai pensé mourir dans ce jardin, où je vous ai vu 1000 fois. Je ne veux point vous dire en quel état je suis. Vous avez une vertu sincère, qui n'entre point dans la faiblesse humaine. Il y a des jours, des heures, des moments où je ne suis pas la maîtresse. Je suis faible et ne me pique point de ne l'être pas. Tant y a, non, je n'en puis plus. Et pour m'achever, voilà un homme que j'avais envoyé chez le chevalier de Grignan, qui me dit qu'il est extraordinairement mal. Cette pitoyable nouvelle n'a pas séché mes yeux. Je crois qu'il dispose de ce qu'il a en votre faveur. Gardez-le, quoi qu'il se peut, pour une marque de sa tendresse. Et ne le donnez point comme votre cœur le voudrait. Il n'y a pas un de vos beaux-frères qui, à proportion, ne soit plus riche que vous. Je ne vous puis dire le déplaisir que j'ai dans la crainte de cette perte. Hélas, un petit aspic, comme Monsieur de Rohan, revient de la mort. Et cet aimable garçon, bien né, bien fait, de bon naturel, d'un bon cœur, dont la perte ne fait de bien à personne, nous va périr entre les mains. Si j'étais libre, je ne l'aurais pas abandonné. Je ne crains point son mal, mais je ne fais pas sur cela ma volonté. Vous recevrez cet ordinaire des lettres écrites plus tard, qui vous parleront plus précisément de ce malheur. Pour moi, je me contente de le sentir. Voilà une permission de vendre et de transporter vos blés. Monsieur le Camus l'a obtenue et y a joint une lettre de lui. Je n'ai jamais vu un si bon homme, ni plus vif sur tout ce qui vous regarde. Écrivez-moi quelque chose de lui, que je lui puisse lire.
Hier au soir, Madame de Fresnoy sopa chez nous. Soupa chez nous, pas sopa. Ça n'existe pas ce mot, sopa. Donc je reprends la petite phrase. Hier soir, Madame de Fresnoy soupa chez nous. C'est une nymphe, c'est une divinité. Mais Madame Scarron, Madame de Lafayette et moi, nous voulûmes la comparer à Madame de Grignan. Et nous la trouvâmes 5 pimes au-dessus, non pas pour l'air et pour le teint, mais ses yeux sont étranges, son nez n'est pas comparable au vôtre, sa bouche n'est point finie, la vôtre est parfaite. Et elle est tellement recueillie dans sa beauté que je trouvais qu'elle ne dit précisément que les paroles qui lui sied bien. Il est impossible de la représenter parlant communément et d'affection sur quelque chose. C'est la résidence de l'abbé Têtu. Auprès de la plus belle, il ne la quitta pas. Et pour votre esprit, ces dames ne mirent aucun degré au-dessus du vôtre. Et votre conduite, votre sagesse, votre raison, tout fut célébré. Je n'ai jamais vu une personne si bien louée. Je n'eus pas le courage de faire les honneurs de vous, ni de parler contre ma conscience. On dit que le chancelier est mort. Je ne sais si on donnera les sceaux avant que cette poste parte. La comtesse est très affligée de sa fille. Elle est à Sainte-Marie de Saint-Denis. Ma bonne, on ne peut assez se conserver. Et grosse et en couche, on ne peut assez éviter d'être dans ces 2 états. Je ne parle pour personne. Adieu, ma très chère. Cette lettre sera courte. Je ne puis rien écrire dans l'état où je suis. Vous n'avez pas besoin de ma tristesse. Mais si quelquefois vous en recevez d'infini, ne vous en prenez qu'à vous et aux flatteries que vous me dites sur le plaisir que vous donnent leur longueur. Vous n'oseriez plus vous en plaindre. Je vous embrasse 1000 fois et m'en retourne à mon jardin. Et puis, à un bout de salut. Et puis, j'ai des malades qui sont aussi chagrins que moi. Voilà Madeleine Agnès qui entre et qui vous salue en notre Seigneur. Lettre 19 à Madame de Grignan. À Paris, ce mercredi 27 avril 1672. Je m'en vais, ma bonne, faire réponse à vos 2 lettres, et puis je vous parlerai de ce pays. Si. Monsieur de Pomponne a vu la première et verra assurément une grande partie de la seconde. Il est parti. Ce fut en lui disant adieu que je lui montrai, ne pouvant jamais mieux dire que ce que vous écrivez sur vos affaires, il vous trouve admirable. Je n'ose vous dire à qui il compare votre style, ni les louanges qu'il lui donne. Enfin, il m'a fort prié de vous assurer de son estime et du soin qu'il aura toujours de faire tout ce qui vous le pourra témoigner. Il a été ravi de votre description de la Sainte Bonne. Il sera encore de votre seconde lettre. On ne peut pas mieux écrire sur une affaire, ni plus nettement. Je suis très assurée que votre lettre obtiendra tout ce que vous souhaitez. Vous en verrez la réponse. Je n'écrirai qu'un mot, car en vérité, ma bonne, vous n'avez pas besoin d'être secourue dans cette occasion. Je trouve toute la raison de votre côté. Je n'ai jamais su cette affaire par vous. Ce fut Monsieur de Pomponne qui me l'a pris, comme on lui avait apprise. Mais il n'y a rien à répondre à ce que vous m'en écrivez. Il aura le plaisir de le lire. L'évêque témoigne en toute rencontre qu'il a fort envie de se raccommoder avec vous. L'évêque témoigne en toute rencontre qu'il a fort envie de se raccommoder avec vous. Il a trouvé ici toute chose si bien disposée en votre faveur que cela lui fait souhaiter une réconciliation. Donc, il se fait honneur comme d'un sentiment convenable à sa profession. On croit que nous aurons entre ci et demain un premier président de Provence. Je vous remercie de votre relation de la Sainte Baume et de votre jolie bague. Je vois bien que le sang n'a pas bien bouilli à votre gré.
Madame la Palatine eut une fois la même curiosité que vous. Elle n'en fut pas plus satisfaite. Vous ne m'ôterez pas l'envie de voir cette affreuse grotte. Plus on y a de peine, et de plus il faut y aller. Au bout du compte, je m'en soucie point du tout. Je ne cherche que vous en Provence, ma pauvre bonne. Quand je vous aurai, j'aurai tout ce que je cherche. Je suis en peine de votre fils. Je voudrais que vous eussiez une nourrice comme celle que j'ai. C'est une créature achevée. Ripé vous le dira. Il m'a parlé d'un juste corps en broderie qui veut que Monsieur de Grignan. C'est une affaire de 1000 francs qui ne me paraît pas bien nécessaire devant venir ici cet hiver. Mais je ne veux point le fâcher. Après lui avoir dit ses raisons, je lui mets la bride sur le cou. Ma tante est toujours très mal. Laissez-nous le soin de partir. Nous ne souhaitons autre chose. Et même s'il y avait quelques espérances de langueur, nous prendrions notre parti. Je lui dis 1000 tendresses de votre part, qu'elle reçoit très bien. Monsieur de la Trousse lui en écrit d'excessives. Ce sont des amitiés de l'agonie, dont je ne fais pas grand cas. J'en quitte ceux qui ne commenceront que là à m'aimer. Ma bonne, il faut aimer pendant la vie, comme vous faites si bien, la rendre douce et agréable, ne point noyer d'amertume ni combler de douleur ceux qui nous aiment. C'est trop tard de changer quand on expire. Vous savez ce que j'ai toujours dit des bons fonds? Je n'en connais que d'une sorte, et le vôtre doit contenter les plus difficiles. Je vois les choses comme elles sont, croyez-moi, je ne suis pas folle. Et pour vous le montrer, c'est qu'on ne peut être plus contente d'une personne que je le suis de vous. J'envoie à Monsieur de Coulanges ce qui lui appartient de ma lettre. Elle sera mise en pièces. Il m'en restera encore quelques centaines pour m'en consoler. Tout aimables qu'elles sont, ma bonne, je souhaite extrêmement ne plus en recevoir. Venons aux nouvelles. Le roi part demain. Il aura 100 000 hommes hors de Paris. On a fait ce calcul à peu près dans les quartiers. Il y a 4 jours que je ne dis que des adieux. Je fus hier à l'Arsenal. Je voulus dire adieu au grand maître qui m'était venu chercher. Je ne le trouvais pas, mais je trouvais la Troche, qui pleurait son fils, la comtesse, qui pleurait son mari. Elle avait un chapeau gris qu'elle enfonça dans l'excès de ses déplaisirs. C'était une chose plaisante. Je crois que jamais un chapeau ne s'est trouvé à pareille fête. J'aurais voulu ce jour-là mettre une coiffe ou une cornette. Enfin, ils sont partis tous deux ce matin, l'un pour Lude et l'autre pour la guerre. Mais quelle guerre! La plus cruelle, la plus périlleuse. Depuis le passage de Charles VIII en Italie, il n'y en a point eu une pareille. On l'a dit au roi. L'Issel est défendu et bordé de 1200 pièces de canon, de 70 000 hommes de pied, de 3 grosses villes, d'une large rivière qui est encore au-devant. Le comte de Guiche, qui sait le pays, nous montra l'autre jour une carte chez Madame de Verneuil. C'est une chose étonnante. Monsieur le prince est fort occupé de cette grande affaire. Il lui vint l'autre jour une manière de fou assez plaisant, qui lui dit qu'il savait fort bien faire de la monnaie. « Mon ami, lui dit Monsieur le prince, je te remercie, mais si tu savais une invention de nous faire passer le Rhin sans être assommé, tu me ferais un grand plaisir, car je n'en sais point. » Il avait pour lieutenants généraux messieurs les maréchaux d'Humières et de Belfond. Voici un détail qu'on est bien aise de savoir. Les 2 armées se doivent joindre. Alors, le roi commandera à monsieur à monsieur le prince à monsieur de Turenne aux 2 maréchaux, et même à l'armée du maréchal de Créqui. Le roi en parle à monsieur de Belfond,
et lui dit qu'il voulait qu'il obéisse à Monsieur de Turenne sans conséquence. Le maréchal, sans demander du temps, voilà sa faute, repartit qu'il ne serait pas digne de l'honneur que sa majesté lui en avait fait s'il se déshonorait par une obéissance sans exemple. Le roi le pressa fort bonnement de faire réflexion à ce qu'il lui répondait, qu'il souhaitait cette preuve de son amitié, qu'il y allait de sa disgrâce. Le maréchal répondit au roi qu'il voyait bien à quoi il s'exposait, qu'il perdrait les bonnes grâces de sa majesté et sa fortune, mais qu'il y était résolu plutôt que de perdre son estime, et enfin qu'il ne pouvait obéir à Monsieur de Turenne sans déshonorer la dignité où il l'avait enlevée. Le roi lui dit « Monsieur le maréchal, il nous faut donc séparer. » Le maréchal fit une profonde révérence et partit. Monsieur de Louvois, qui ne l'aime pas, lui eut bientôt expédié un ordre pour aller à Tours. Il a été rayé de dessus l'état de la maison du roi. Il a 50 000 écus de dette au-delà de son bien. Il est abîmé, mais il est content et l'on ne doute pas qu'il n'aille à la trappe. Il a offert son équipage, qui était fait aux dépens du roi, à sa majesté, pour en faire ce qui lui plairait. On a pris cela comme s'il eût voulu braver le roi. Jamais rien ne fut si innocent. Tous ces gens, ses parents, le petit Villars, tout ce qui était attaché à lui était inconsolable. Madame de Villars l'est aussi. Ne manquez pas de lui écrire, et au pauvre maréchal. Cependant, le maréchal d'Humieres, soutenu par Monsieur de Louvois, n'avait point paru, et attendait que le maréchal de Créqui eût répondu. Celui-ci est venu de son armée en poste répondre lui-même. Il arriva avant-hier. Il a eu une conversation d'1 heure avec le roi. Le maréchal de Grammont fut appelé, qui soutint le droit des maréchaux de France et fit le roi juge de ceux qui faisaient le plus de cas de ses dignités, ou ceux qui, pour en soutenir la grandeur, s'exposaient au malheur d'être mal avec lui, ou celui qui était honteux d'emporter le titre, qui l'avait effacé de tous les endroits où il était, qui tenait le nom de maréchal pour une injure, et qui voulait commander en qualité de prince. Enfin, la conclusion fut que le maréchal de Créqui est allé à la campagne, dans sa maison, planter des choux, aussi bien que le maréchal d'Humieres. Voilà de quoi l'on parle uniquement. L'un dit qu'ils ont bien fait, d'autres qu'ils ont mal fait. La comtesse s'égosille, le comte de Guiche prend son fossé, ils les font séparer. C'est une comédie. Ce qui est vrai, c'est que voilà 3 hommes d'une grande importance pour la guerre, et qu'on aura bien de la peine à remplacer. Monsieur le prince les regrette fort pour l'intérêt du roi. Monsieur de Schomberg ne veut pas obéir, aussi à Monsieur de Turenne ayant commandé des armées en chef. Enfin, la France, qui est en pleine de capitaines, qui est en pleine de grands capitaines, n'en trouvera pas assez pour ce malheureux contretemps. Monsieur d'Alingre a les sceaux. Il a 80 ans. C'est un dépôt, c'est un pape. Je viens de faire un tour de ville. J'ai été chez Monsieur de la Rochefoucauld. Il est comblé de douleur d'avoir dit adieu à tous ses enfants. Au travers de tout cela, il m'a prié de vous dire 1000 tendresses de sa part. Nous avons fort causé. Tout le monde pleure son fils, son frère, son mari, son amant. Il voudrait être bien misérable pour ne pas se trouver intéressé au départ de la France tout entière. Dangeau et le comte de Sceaux me sont venus dire adieu. Ils nous ont appris que le roi, au lieu de partir demain, comme tout le monde le croyait, afin d'éviter les larmes, est parti à 10 heures du matin, sans que personne l'ait su. Il est parti, lui 12e. Tout le reste court après. Au lieu d'aller à Villers-Cotterêts, il est allé à Nanteuil, où l'on croit que d'autres gens se trouveront, qui sont disparus aussi. Demain, il ira à Soissons. Et tout de suite, comme il l'avait résolu. Si vous ne trouvez cela galant, vous n'avez qu'à le dire. La tristesse où tout le monde se trouve est une chose qu'on ne saurait imaginer au point qu'elle est. La reine est demeurée régente. Toutes les compagnies souveraines l'ont été reconnaître et saluer. Voici une étrange guerre, et qui commence bien tristement. En revenant chez moi,
j'ai trouvé notre pauvre cardinal de Rèze qui me venait dire adieu. Nous avons causé 1 heure. Il vous a écrit un petit adieu et part demain matin. Monsieur Duzès part aussi. Qu'est-ce qui ne part point? Hélas, c'est moi. Mais j'aurai mon tour comme les autres. Il est vrai que c'est une chose cruelle que de faire 100 lieues pour se trouver à Aix. J'approuve fort votre promenade et le voyage de Monaco. Il s'accordera fort bien avec mon retardement. Je crois que j'arriverai à Grignan un peu après vous. Je vous conjure, ma bonne, de m'écrire toujours soigneusement. Je suis désolée quand je n'ai point de vos lettres. J'ai été chercher 4 fois le président de Galifet, et même si je l'avais prié 1 fois de m'attendre, ce n'est pas ma faute si je ne l'ai pas vu. Je suis ravie, ma bonne, que vous ne soyez point grosse. J'en aime, monsieur de Grignan, de tout mon cœur. Mandez-moi si on doit ce bonheur à sa tempérance ou à sa véritable tendresse pour vous, ou si vous n'êtes point ravi de pouvoir un peu trotter et vous promener dans cette Provence, à travers des allées d'orangers, et de me recevoir sans crainte de tomber et d'accoucher. Adieu, ma très aimable enfant. Il me semble que vous savez assez combien je vous aime, sans qu'il soit besoin de vous le dire davantage. Si Pommier vous donne la main, la porte n'est donc plus que pour la décoration. J'embrasse 1000 fois monsieur de Grignan. Pour ma très belle et très chère enfant. Et voilà, nous venons de terminer la lettre 19, extraite des lettres choisies de Madame de Sévigné. Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de notre lecture. Je vous embrasse. Salut.